Bonjour et bienvenue dans cette émission de rentrée de l'économie expliquée par mon père avec l'ineffable Charles Gave que vous retrouvez en forme et en costume de banquier. C'est vous dire si la J'ai pas rentrée mis de cravate. commence. Oui, Mais la prochaine fois, j'en mettrai une. c'est vous dire si cette rentrée commence sur les chapeaux de roue. Donc on a fait nos petits cartables, nos petits stylos. Couvert les livres. On a recouvert les livres. Voilà. Bon, blague à part, l'été a été très chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, je crois qu'on peut le dire. Et Avignon, c'est stupéfiant. Avignon, ça a été super stupéfiant. Mais au-delà de ça, chaud en été à Avignon, c'est étonnant, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler du sujet qui fâche et que vous attendez tous, parce que je sais que vous trépignez tous depuis... Non, mais c'est vrai, les gens me demandent sur Twitter, quand est-ce qu'on reprenait, et si on allait leur parler de la crise énergétique et de la crise inflationniste. Et oui, nous allons vous parler aujourd'hui de la crise énergétique et de la crise inflationniste qui s'annonce à nous. Alors, ce que j'aimerais dire avant de commencer, c'est un petit peu, on vous l'avait bien dit. C'est horrible. I don't want to blow my own horn, but still we do. Voilà. C'est pas pour se lancer des fleurs, mais quelquefois, force est de constater qu'il faut le faire. Charles travaille, mon père, donc depuis 2 ans chez Gavcal, sur justement cette crise énergétique, sur le fait que les investissements, les non-investissements de nos gouvernements européens allaient nous amener inéluctablement dans une crise énergétique. Et ça, c'était sans compter sur la crise ukrainienne. Alors, arrive la crise ukrainienne avec les gouvernements qui sont les nôtres. On s'est retrouvés marron comme devant. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, petit arrêté des temps, aujourd'hui, on en est où, là? Qu'est-ce qui se passe, papa? Il y a plusieurs choses. C'est un petit peu... Quand je réfléchis à ce qui se passe en ce moment, je pense un petit peu à la guerre de 40, où on avait expliqué aux Français qu'on avait bâti une ligne de défense, des tranchées très confortables, la ligne Maginot, et que donc on allait être à l'abri de ça, et que peut-être si les Allemands attaquaient, on n'allait même pas avoir besoin de se battre, ça les tiendrait à l'écart. Oui, on se tiendrait confortablement dans notre ligne Maginot et on attendrait. Et on attendrait qu'ils viennent se faire tuer tranquillement, puis ils ont eu l'idée de passer par le côté. Ce qui est incroyable, n'empêche. C'est incroyable, mais c'est toujours comme ça se passe, les gens passent toujours par là où on ne les attend pas. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a eu, avant l'effondrement, une espèce de période de drôle de guerre, où, dans le fond, la Pologne était envahie, les Polonais se faisaient massacrer, mais nous, il ne nous arrivait pas grand-chose, les Allemands ne bougeaient pas, donc on était là. Il s'est passé, quasiment 9 mois, où il ne s'est rien passé, tout le monde attendait l'arme au pied. Et puis quand c'est arrivé en 15 jours, ça a été liquidé, 3 semaines. Et donc, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que dans le fond, on voit se dessiner les prémices de cette crise depuis 2-3 ans facilement. On a vu les choses s'accélérer avec la crise ukrainienne et les mesures qui ont été prises par nos gouvernements pour punir la Russie. Et pour l'instant, on est dans la période un peu de drôle de guerre où, dans le fond, on est dans les tranchées, on se dit... Pour l'instant, ça va, C'est l'histoire du gars qui tombe du 8e étage, là. En passant devant le 7e, il dit pour l'instant ça va, le 6e ça va, ainsi de suite. Sauf que notre ligne Maginot à nous, donc ce sont les miroirs magiques. Alors on a bâti des miroirs magiques, etc., mais c'était surtout l'euro. Aussi. C'était l'euro, la ligne Maginot, l'euro devait nous protéger contre toutes les saloperies qui allaient arriver de l'extérieur. On avait une monnaie forte, donc on n'aurait jamais aucun problème. Et puis pof, on a tué l'euro en piquant les réserves de change des Russes. Donc, alors attends, parce que là, pour les profanes, oui. Il va falloir que quand même tu opères cette dichotomie entre la crise énergétique, qui a quand même été due au manquement industriel qui a été le nôtre depuis les années 80, depuis 2000, depuis Jospin en tout cas avec certitude, et d'un autre côté, la montée inflationniste, qui est due en grande partie, c'est-à-dire la baisse de valeur de notre monnaie, parce qu'on le rappellera, toute inflation est toujours monétaire et partout. C'est-à-dire qu'ils ont imprimé comme des petits gorées à la Banque Centrale Européenne. Et donc, on se retrouve de concert avec et une crise énergétique et une crise inflationniste. Voilà. Alors, ce que dit Emmanuel, c'est que vous avez deux choses. S'il n'y avait eu que la crise énergétique, on aurait eu une hausse des prix de l'énergie et ça aurait été, mettons, une hausse des prix dans un endroit. Donc, on aurait payé plus cher l'énergie, mais ça aurait fait, s'il n'y avait pas eu d'impression de monnaie, le reste ne serait pas monté, il aurait même baissé. Donc, on aurait payé plus l'énergie et moins, je ne sais pas quoi d'autre, la bouffe, allez, j'en sais rien. Mais là, comme en plus,
pendant le Covid, etc., on a imprimé de l'argent parce qu'il y avait soi-disant pas d'inflation et pas de risque d'inflation. On a une hausse des prix de l'énergie qui est structurelle et on a en même temps une hausse des prix par impression d'argent. Et les deux vont se combiner pour nous donner un scénario qui va ressembler beaucoup à celui des années 70, où on avait, dans le fond, une inflation qui allait à 13, 14, 15%. Et c'était pas gai. Moi, je me souviens de ma tante, ta sœur, qui, en allant chez Leclerc, parce que le premier grand Leclerc avait ouvert à côté de Toulouse, et on y était allé religieusement en famille, acheter des boîtes de petits pois énormes, et que nous disait, vous vous rendez compte, bientôt le litre de lait sera plus cher qu'un litre d'essence. Bah, voilà. Et le litre d'essence, il est monté aussi pas mal depuis. Donc, essayons de remettre, on va se remettre un petit peu en arrière pour expliquer ce qui s'est passé. À la fin des années du XXe siècle, là, 1990-2000, là, naît un mouvement qui est devenu de plus en plus fort qu'il faut sauver la planète. Alors, beaucoup disent aussi, pardon pour cette incise, mais que c'est un peu un transfert des communistes suite à la chute du mur de Berlin, qui se trouvant tout à coup sans fonction et sans, quelque part, Dieu à Gaïa sous lesquels prier, ont trouvé des nouveaux auspices en la personne du développement durable, se sont engouffrés dans cette brèche dont ils ne sont plus ressortis, avec la même énergie du désespoir. Voilà, donc il faut... Alors, oui, on y reviendra, parce que c'est important, mais on va essayer de... Donc, à un moment, on dit... vous savez, j'ai toujours dit que l'économie, c'était de l'énergie transformée. On a dit, bon, cette énergie transformée, elle abîme notre environnement, la Terre, etc. Donc, il faut arrêter d'utiliser l'énergie fossile. On va créer des énergies non fossiles, c'est-à-dire ce que j'appelle les miroirs magiques et les moulins à vent. C'est pas parfaitement bon. Et on a donc investi des sommes absolument gigantesques dans ces qui devaient être des sources d'énergie d'emplacement. Mais la réalité, c'est que vous prenez depuis le début du système capitaliste, c'est-à-dire grosso modo l'Angleterre de la fin du début du 19e, ou de la fin du 18e, 80% de l'énergie qu'on a utilisée, c'est de l'énergie fossile. Et ça, à l'époque, c'était du charbon, puis on est passé du charbon au pétrole, puis du pétrole au gaz, puis on est en train de passer au nucléaire, mais c'était toujours de l'énergie fossile. Et aujourd'hui, on est toujours à 80. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que ces investissements gigantesques qui ont été faits et n'ont eu aucun impact sur la demande finale d'énergie. Mais par contre, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, on a empêché les sociétés pétrolières de chercher des énergies fossiles, de bâtir des pipelines. Il n'y a que les Russes qui l'ont fait. Si on avait bâti des tas de pipelines, je ne sais pas, avec l'Algérie par exemple, ou avec Israël, ou j'en sais rien, on n'aurait peut-être pas besoin d'envoyer M. Macron faire l'andouille en Algérie. Quoi. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas être les États-Unis qui ont essayé de nous vendre leur gaz de schiste ? Alors, à l'époque, ils ne savaient même pas qu'ils allaient l'avoir, puisqu'il est arrivé de 2010 à 2020, le gaz de schiste. C'était une invention, c'était encore une fois le capitalisme qui trouvait une autre façon. Donc les États-Unis ont cessé d'être... Mais aujourd'hui, maintenant, la réalité est assez simple, c'est que le budget de dépenses d'exploration des grandes sociétés pétrolières était d'environ 600 milliards de dollars il y a 20 ans, et aujourd'hui, il est à 250. Donc, elles ont cessé de chercher du pétrole. Donc, elles ont cessé d'en trouver. Donc, elles ont cessé d'en trouver, et elles ont cessé de faire des investissements. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est assez simple, c'est comme la demande de pétrole ne baisse pas, l'offre de pétrole cesse d'augmenter, et donc à un moment, la demande devient supérieure à l'offre, on monte comme ça doucement. Et les prix ? Et les prix explosent à la hausse. C'est-à-dire que s'il y a 2% de manque de pétrole dans le monde, le pétrole ne va pas augmenter de 2%, il va tripler. C'est très curieux, c'est ce qu'on appelle l'inélasticité par rapport au prix. Comme tout le monde a besoin d'énergie pour faire tourner son usine, si personne ne veut être le premier à fermer son usine, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que le pétrole est passé de 25, 30 à 100 où il est aujourd'hui, puis il ira plus haut d'ici quelques temps, puis le gaz est passé de, mettons, l'équivalent de 20 à 20. Aujourd'hui, le gaz est à peu près à $1000 le baril si on le met en équivalent pétrole. C'est-à-dire que le gaz, ce qui est amusant, c'est que l'électricité, amusant, c'est tragique, l'électricité qui était à 45 euros le mégawatt ou je sais pas quoi, aujourd'hui elle est à 1000. C'est-à-dire que on a une pénurie. Pour donner une idée de l'incompétence de ces gens, ils nous ont dit il faut absolument passer au tout électrique. Bon, tout le monde passe au tout électrique, c'est une très bonne idée. Il y a des aides d'État, pour aider ça. Et puis, on va acheter des voitures électriques, mais personne ne fait des usines pour faire de l'électricité.
Donc, à un moment ou à un autre, la demande d'électricité explose, le prix explose, et les pauvres gens se retrouvent, si j'ose dire, à poil devant une hausse de l'électricité à laquelle ils ne comprennent rien, dont ils ne sont pas responsables. Donc, on a empêché d'investir les grandes sociétés, mais les grandes sociétés qui avaient des puits de pétrole qu'elles avaient trouvés il y a 20, 30 ou 40 ans ou 50 ans, qu'elles utilisaient, tu penses bien que quelque part il est amorti. Et donc si le prix du pétrole passe de 20, 25, où elles gagnaient de l'argent, à 100, elles vont gagner de l'argent gros comme elles. Alors c'est là qu'interviennent... La notion de super profit qu'il faut taxer. Voilà. Mais arrêtez une seconde, si vous piquez le pognon aux seuls gars qui sont capables de trouver de l'énergie... Et de faire des recherches pour en trouver autre chose, vous allez pas être bien. Donc ça me rappelle la fameuse histoire de Reagan qui disait le socialisme, c'est pas difficile. C'est que si ça bouge, si ça a l'air d'être en bonne santé, vous le taxez. Si ça ralentit, vous le subventionnez. Et si ça cesse de bouger, il est mort, vous le nationalisez. Eh ben, j'ai l'impression, quand j'écoute les crétins à l'Assemblée nationale dont certains d'entre eux font office de députés, qu'ils ont décidé une fois pour toutes que les profits, c'était mal. Mais ça, j'ai pas le moindre doute que si une société dans laquelle il n'y a pas de profit, ça s'appelle l'Union soviétique, et le niveau de vie ne cesse de s'écrouler, il y a des camps de concentration partout. Il n'y a pas... Donc, quelque part, ce que j'essaye de dire, c'est mais foutez bien la paix aux entreprises. Il y a 53 milliards de fraude en France dans la sécurité sociale, apparemment, d'après ce que dit notre ami Charles Pratt. Occupez-vous de vos affaires, gérez l'État comme il faut, et laissez les entreprises gagner de l'argent parce que c'est leur rôle, et en gagnant de l'argent, elles seront capables de créer des emplois et de créer des business. Et donc je suis en train de me dire, ce qu'on a eu dans le monde, c'est une espèce, depuis 20 ans, de, comment dire... De déni de réalité. De déni de réalité. On a raconté aux gens des contes de fées. On a raconté aux gens des contes de fées, et comme en 1940, quand les tanks allemands sont arrivés à Paris, eh ben, on s'est dit, les contes de fées, c'est pas une bonne idée, quoi. Et donc, je crains qu'il y ait en France et partout une espèce de réveil. Je vois qu'en Angleterre aujourd'hui, j'arrive pas à le croire, mais en Angleterre aujourd'hui, la note d'électricité pour le ménage moyen, c'est 2 mois de salaire. Mais comment veux-tu qu'ils payent leur électricité 2 mois de salaire? C'est même pas possible. En Angleterre, il y a eu des hausses là qui ont été préétablies de 10 fois ce qu'on payait. C'est-à-dire qu'une facture de 200 € passe possiblement à 2000 €. Enfin, de 200 pounds à... 2000 voilà. pounds. Donc, ça veut dire, moi, j'ai vu des sujets où des gens disaient, voilà, j'ai un petit café-restaurant où je sers des breakfasts le matin, ma note d'électricité est de 350 par mois, à 3500. Je ferme. Je ne fais pas... Évidemment, quand tu vends des muffins, des crumpets et des sausages, tu fais pas 3500 mais si de tu profit. Si tu fais de l'aluminium, si tu fais des engrais, si tu fais tout ça, tu fermes aussi, parce qu'à ce prix-là, tu ne peux pas produire de façon rentable. Donc tout ce que j'essaie de dire, c'est que... Toute entreprise a besoin d'électricité. Toute entreprise a besoin d'électricité. Un jardin d'enfants, une école... Regardez-nous, tu fais des sacs à main, tu as besoin d'électricité. Enfin, toute entreprise a besoin d'électricité, sans être dans du super profit, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où le niveau d'électricité monte trop, par exemple, il commence à y avoir en Allemagne beaucoup de sociétés industrielles qui ferment complètement. Parce ils font les calculs, c'est vite vu. Non, mais simplement, à la fin du mois, elles ne peuvent pas payer leur note. Elles ferment. Elles se mettent pas en dépôt de bilan, mais elles se mettent en veilleuse, en disant, écoute, je suis désolé, mais je ne peux plus. Et donc, on a cette espèce de rattrapage de la réalité qui risque d'être extraordinairement douloureux. Ce qui veut dire que des entreprises qui ferment, ça veut dire que du jour au lendemain, on peut se retrouver avec des circuits de production fermés, et donc tout à coup, je dis n'importe quoi, on n'a plus de cahiers Clairefontaine, ou on n'a plus de stylo HB, parce que tout à coup... je te donne un exemple, je connais bien une affaire de magazine, que tu connais, qui s'appelle Causeur et tout. Les affaires marchent bien, mais toute leur marge, ou presque, est bouffée par la hausse du prix du papier, qui n'est que de l'énergie. Donc, les pauvres gars, ils se décarcassent pour essayer de trouver des nouveaux gars, ils se défoncent et tout, et puis hop, tout part à un truc qui n'est pas bien intéressant, l'électricité, à la place de payer les journalistes. Donc, on a vécu dans une espèce de faux monde qui avait été créé de toutes pièces après la chute du mur de Berlin. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, il s'est passé un phénomène très curieux,
c'est que moi, je pensais que la chute du mur de Berlin allait amener à une plus grande diversification dans le monde, chacun étant moins tenu par son camp, la guerre froide finie, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que dans tous les pays du monde a émergé une espèce de classe dominante que j'ai appelé, tu sais, les hommes des bateaux, enfin les gars qui sont toujours prêts à bouger, ceux qui ont fait les mêmes études que leurs copains, qui sont à l'aise à Londres, à l'aise à Paris, les hommes des arbres, mettons les multinationaux, et qui ont expliqué que l'Union soviétique, qui était une technocratie, avait échoué, non pas parce que la technocratie échoue toujours, mais parce que leurs technocrates étaient mauvais. Oui. Et donc, eux, ils ont dit, vous allez voir, nous, on va prendre le pouvoir en Europe, on va prendre le pouvoir partout, et vous allez voir que notre technocratie va marcher. Et ce qui est très curieux aujourd'hui quand on regarde le monde, c'est qu'on se rend bien compte que vous avez à peu près le tiers des pays, mettons les vieux pays occidentaux, qui continuent à défendre cette calembredane. Et puis de l'autre côté, les 2 tiers des pays, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, avec tout ça, eux, ils disent, écoutez, si ça vous fait rien, on ne croit pas un mot à toutes vos bêtises, votre histoire de Gaïa, tout ça ne nous intéresse pas, on va s'occuper de notre population. Donc c'est ce que j'appelle les hommes des arbres, ceux qui sont les locaux, quoi. Et on a aujourd'hui une guerre ouverte entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine représente l'Ouest, et la Russie représente les hommes des arbres, les hommes des bateaux. Oui, les hommes des arbres, simplement parce que le but de Poutine, c'est de s'occuper de la Russie. Pas de s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Donc on a une classe mondiale qui nous a raconté des calembredaines avec l'histoire de Gaïa, qui est en train d'échouer de façon monstrueuse, et comme toutes les classes dominantes quand elles échouent, qui va vers la guerre pour essayer de masquer son échec. C'est un classique de la science politique, c'est les généraux argentins, c'est les colonels grecs, quand ça va pas, paf, tu vas mettre sur la gueule de ton voisin pour essayer de cacher ton échec économique. Quoi. Tu sais qu'il y a cette citation de Solzhenitsyn qui dit qu'il se passe parfois, je temporise, mais plus en une semaine que pendant un siècle dans l'histoire. Oui. On risque d'arriver dans des périodes où il va se passer plus de choses en 3 semaines ou en 1 mois. D'ailleurs, ce que j'ai développé ici depuis longtemps devant les auditeurs qui veulent bien nous suivre, c'est que on est arrivé dans une période révolutionnaire où l'ordre américain qui suivait la Deuxième Guerre mondiale est en train de s'effondrer. Bon, et j'ai pas la moindre idée de ce qu'il va y avoir derrière. Mais par contre, je sais très bien que cet ordre est en train de s'écrouler, et ça va s'écrouler soit par morceaux de temps en temps, soit d'un seul coup, un vrai... c'est ta théorie de la pêche à la dynamite. Parfois, tu vois revenir les petits poissons, puis tout à coup, tu vois sortir des baleines, et là, tu dis pou, 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 pou. Par exemple, une des baleines qui est en train de sortir, c'est l'euro. Oui. Parce que l'euro qui payait nous, on achetait nos matières premières en Russie, on les payait en euros, donc ça ne nous coûtait rien. Maintenant, on doit les payer en dollars. Et on n'en a pas des dollars, donc il faut les... Alors justement... donc l'euro risque d'être une de ces victimes de la fin de l'ordre américain. J'aimerais que tu réagisses sur quelque chose. On a appris il y a 2 jours que Gazprom arrêtait de fournir la France, donc fermer les circuits de gaz, donc ça c'est fait. Mais tu sais pourquoi ? Parce que soi-disant on les payait pas. Sans doute parce qu'on refuse de les payer en roubles. Oui, voilà, donc on les paye pas. On voulait les payer, je sais pas dans quelle loi. Attention à ton micro, parce que tu t'avances beaucoup dessus. Oui, non, c'est-à-dire qu'on refuse d'accepter. Oui, mais alors attends, parce qu'ils sont en train de contourner le truc, parce qu'on est en train de dire, on va acheter à l'Inde ou à la Chine, qui eux-mêmes achètent à la Russie. Donc, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu en train de se foutre de notre gueule ? C'est-à-dire, on passe par un tiers, mais en fait, si le tiers achète à la personne... Par exemple, tu vois que la Chine est en train de vendre qui a des bateaux gaziers, est en train de vendre du gaz à l'Europe comme une folle, mais de gaz qui vient de Russie. La seule chose, c'est qu'il sort d'un pipeline, il va dans un bateau chinois, et le bateau chinois, il fait des tours... Alors, on les paye en quoi ? Eh bien là, on va les payer en dollars. Hein. On va les payer en dollars. Donc, on va s'endetter en dollars. Comme le Liban s'est eu endetté en dollars. Et puis à un moment, il y a des gens qui nous diront, écoutez... on va s'endetter en monnaie étrangère. On va s'endetter en monnaie étrangère, et donc... on sait ce que ça veut dire, ça. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand les circuits de financement en monnaie étrangère s'arrêtent, vous êtes l'Argentine, vous arrêtez de bouffer, quoi. Où on est il y a un septembre 2001 ou 2008 ou quoi que ce soit. Et puis vous prenez une énorme gamelle. Donc, encore une fois... Je reviens à cette idée, c'est que cette espèce d'ordre fictif européen avec toutes ces institutions complètement débiles dont personne ne veut, la Cour de justice européenne, ceci, cela, tout ça, ça a vocation à disparaître. Ça va péter parce que les peuples européens
le déteste. Et le moment où ça risque de péter, c'est avec les élections italiennes qui arrivent à la fin de ce mois. Alors justement, j'aimerais qu'on reparle de l'Italie et de l'Espagne qui, cette semaine, ont décidé de leur côté de recommencer les négociations sur l'énergie avec la Russie. Ben, évidemment. Alors, ce qui prouve qu'ils ne sont pas plus cons que mal habillés, Non, et oui, ça, ils ils ont bien raison parce qu'ils défendent les intérêts de leur pays, indépendamment de ces idées technocrates d'hommes des bateaux. Non, mais surtout, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. L'Italie, l'Espagne, la France sont des pays souverains, et que quelqu'un comme Madame Van der Leyen décide qu'elle va interdire à des pays souverains d'aller acheter de l'énergie où ils veulent, et au prix qu'ils veulent, et dans la monnaie qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on est devenu quoi ? On est devenu des États américains vis-à-vis de l'État fédéral, c'est n'importe quoi. Je te rappelle qu'on s'est précipité à deux genoux pour aller expliquer qu'on allait mettre l'économie russe à genoux. Bruno Le Maire en tête. Bruno Le Maire en tête, mais ça c'est Bruno Le Maire, on va pas tirer sur Bruno Le Maire, c'est pas drôle. C'est tirer sur le roi de Gallo, c'est pas... Oui, il y a des choses, il y a des gens sur lesquels on dit pas de mal, parce que j'en suis arrivé à penser qu'il fallait plus dire de mal des énarques et des inspecteurs des finances, parce que ça finissait par me déconsidérer. Tout le monde est tellement d'accord que ça sert à rien. Oui, il faut mieux taper sur des gens qui sont tout en haut, c'est beaucoup plus drôle. Mais donc, ils vont renégocier avec l'Italie et l'Espagne. Alors, pour moi, je vois ça comme un peu une stratégie géopolitique. C'est-à-dire que moi, si je suis la Russie, je renégocie, je dis OK, je vous donne du gaz, les gars, mais vous allez être un petit peu mon porte-parole à l'Europe. Je voudrais qu'on arrête de dire du mal de moi. Et eux, si on te le vend, tu dis d'accord, je vais essayer. Ils vont payer en quoi l'Italie encore faut-il que la Russie veuille, parce que la Russie, elle a commencé à vendre son gaz à la Turquie, à l'Inde, au Pakistan, je crois. Au Pakistan, au Brésil, on commence par le vendre partout, à la Chine, bien entendu. J'ai vu que les Japonais, toujours, avaient pris, des grandes sociétés japonaises, avaient pris 12% dans le terminal gazier que les Russes sont en train de faire dans l'île de je sais pas où. Donc je me dis, tiens, les Japonais, ils disent rien, mais ils avancent leur petit pion. ils sont tranquilles, pendant que personne ne regarde, ils font un tour dans la rue, ils auraient tort. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, on va se poser la question, est-ce que je continue à défendre cet ordre mondial ? Est-ce que je continue à suivre les ordres d'Attali ? Ou est-ce que je mets Etzeros, ou est-ce que je me mets à s'intéresser à ce que demandent les gens de mon pays ? C'est ce que fait Orban. Et tu remarqueras, ce qui est très curieux, c'est que les gars du style Orban, ils sont toujours élus, réélus triomphalement à la grande surprise du journal Le Monde, qui s'attend toujours à ce qu'ils soient battus, et que les gars qui sont les partisans de la mondialisation, ils sont toujours battus à tous les cas. Oui, mais alors justement, l'Italie, c'est un peu paradoxal, parce que... Mais ça fait 7 ans qu'il n'y a plus de gouvernement légitime en Italie. Elle se présente, la challengeuse dont on parle, comme souverainiste et ainsi de suite, mais elle est pour autant extrêmement pro-Europe. Donc, alors, ça, c'est ce qu'elle dit. Oui. Alors, tu crois que c'est pour faire progressiste ? Non, c'est pour éviter qu'on lui tape trop dessus, mais je crois qu'on verra un moment ou un autre. Il faut choisir. Et il faudra choisir entre le pouvoir d'achat en Italie et Madame Van der Leyen, là, je sais plus comment elle s'appelle. Van der Leyen. Donc il faudra parlons un peu de la situation de l'Italie sur les marchés, parce qu'elle était extrêmement borderline pendant l'été. On a 300-350 points de base, et là encore, on se retrouve dans une situation absolument abominable, c'est que l'inflation en Allemagne est aux alentours de... Elle est à 2 chiffres. Elle est quasiment à 2 chiffres. On est à 9-10%. Et pour faire tomber cette inflation, il faut que les gens consomment moins, épargnent plus, donc que les taux d'intérêt soient beaucoup plus élevés. Mais si tu mets les taux d'intérêt allemands beaucoup plus élevés, ils sont à 1% sur le 10 ans à peu près aujourd'hui. Si tu les mets à 3 ou à 4, ce qui serait d'ailleurs insuffisant, mais enfin, si tu les mets à 3 ou à 4, des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne ne pourront pas servir leurs dettes. J'ai vu un calcul un jour, je ne sais pas s'il était vrai, je ne l'ai pas vérifié, mais que si les taux d'intérêt étaient à 7% en France... On ne peut pas avoir des taux à 7. Non, mais si les taux d'intérêt étaient à 7, l'inflation est aux alentours de 7, ça serait normal. Oui. Mais si on mettait des taux d'intérêt à 7, la totalité des recettes budgétaires françaises irait au service de la dette. Il n'y aurait plus rien pour rien d'autre. Donc, c'est pas possible. Donc, compte tenu de, comme tu l'as dit, ils ont imprimé comme des cochons. Maintenant, on a une dette gigantesque. Mais si les taux d'intérêt montent, les taux d'intérêt sur cette dette vont monter, et en l'espace de 3-4 ans, on est en faillite. C'est inévaluable. Donc, on compte tenu de, comme tu l'as dit, ils ont imprimé comme des cochons. Maintenant, on a une dette gigantesque. Mais si les taux d'intérêt montent, les taux d'intérêt sur cette dette vont monter, et en l'espace de 3-4 ans, on est en faillite. C'est inévaluable. Donc,
pour la première fois de ma vie, je vais te dire un truc qui va laisser les gens un petit peu désemparés, j'imagine. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer en Europe dans les 12 mois qui viennent. Il n'y a pas de sortie logique. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, je dis, bon, il va se passer ci, il va se passer ça. Bon, alors là, vous achetez des obligations, là, vous achetez de l'or, là, vous achetez des actions. Il n'y a pas de sortie économique logique, ce qui veut dire qu'on va avoir une crise politique considérable. Et je n'ai pas la moindre idée de qui va sortir vainqueur de cette crise politique. On a devant nous des jours agités. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce qu'on est sorti du monde de la rationalité il y a 10 ans. J'en ai souvent parlé ici. Et à partir du moment où tu es dans un monde irrationnel, tu te retrouves avec des trucs qui peuvent être très curieux. À l'arrivée, tu te retrouves avec un Hitler, tu te retrouves... Les Allemands, ils ont su ça. Donc, quelque part, je dis, tout ce que je sais, c'est que on arrive à la fin de cette ère de billevesée où on nous a raconté des bêtises. Les calembredaines par sac entier. Par sac entier, on nous les a vendus. Je vous donne un exemple. La France était leader à la fin des années 90 dans tout ce qui était supergénérateur. Vous savez, c'est la fusion, c'est-à-dire ce qui permettrait d'avoir une économie infinie et gratuite, quasiment. Eh bien, il y avait un petit machin qui s'appelait Super Phoenix, qui était un petit réacteur, qui était quelque part dans la vallée de la Drôme, par là-bas, je crois. Et il y a un type qui travaillait là-bas qui m'a raconté que quand Jospin, pour faire plaisir aux écolos, qui représentaient 2% des votes, a ordonné de fermer Super Phoenix, il y a des écolos qui sont arrivés des villes avoisinantes, Lyon et je sais pas quoi, et qui ont fait brûler toute la bibliothèque. La bibliothèque scientifique ? La bibliothèque scientifique. C'est-à-dire que derrière ce mouvement écologique, tu as une haine... Du savoir, de la logique, etc. Un retour au monde irrationnel qui est patent quand tu écoutes les gens parler. Quand tu écoutes l'autre andouille qui nous dit que le barbecue est un signe de virilité, bon, je me dis, mais non, mais attendez, mais... Non, mais je vais te dire un truc. Qu'elle le dise est une chose, mais que ça soit autant relayé par les réseaux sociaux et par les médias, j'ai envie de dire stop making stupid people famous. Au bout d'un moment, arrêtez de faire grandir les abrutis, arrêtez de parler de cette femme. Mais moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'elle a été professeure pendant 20 ans. Tu imagines professeure d'université titularisée. Tu imagines ce qu'elle devait raconter à ses étudiants. Mais c'est catastrophique, étonne-toi après. L'économie, papa. L'économie ? Mais oui. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, j'ai un coup de... T'as chaud, hein ? Ça explique tout. Mais voilà, donc on est en train de partir dans une redécouverte du réel. Et ça va être très très dur. Hein. Ça va être très très dur. Et je ne sais pas très bien comment ça va se passer, même j'ai aucune idée. Parce que certains pays choisiront une solution, d'autres pays en choisiront une autre. Et je ne vois pas comment on peut trouver une solution européenne à ce merdier. Il n'y en a pas. Mais je réagis à ce que tu disais sur le fait qu'on était dans une société qui redevenait un peu magique, parce que je regardais aujourd'hui un sondage qui est sorti, je ne sais pas d'où, de Doxa ou quelque chose, qui disait qu'il y avait... Les Français croyaient de plus en plus en la sorcellerie. Voilà. Bon, bah voilà. C'est ce que disait Chesterton, qui était un type que j'aimais beaucoup en Angleterre, qui était un type tout à fait étonnant, comme il y en a en Angleterre parfois. Il disait, quand les gens cesseront de croire en Dieu, c'est pas qu'ils cesseront de croire en Dieu, c'est qu'ils se mettront à croire en n'importe quoi. Cela dit, pour la défense des autres, le Covid aussi nous a fait prendre on nous a fait vivre dans une atmosphère magique de peur. Oui, vous allez tous mourir, enfin c'était n'importe quoi. On a eu une contre-science. Oui, on a une contre-science. C'est-à-dire, on a eu des scientifiques qui nous ont raconté des billevesées, pardon de le dire. Donc, comme on a eu des technocrates à Bruxelles. Oui, mais donc certaines personnes, moi y compris, voilà, moi c'est différent parce que étant un bébé d'Istilben depuis la nuit des temps, j'ai appris à remettre en cause que le corps médical peut raconter comme fadaise en étant sur deux. Faites-vous tous vacciner aussi contre l'hépatite C, même si vous n'êtes pas une population à risque. Et puis faites-vous vacciner contre le monkeypox. Et puis vaccinez tout le monde avec des vaccins sur lesquels on a absolument... qui n'est pas un vaccin d'ailleurs. Qui n'est pas un vaccin et sur lequel on a quand même très peu de feedback. Bon, j'ai vu d'ailleurs, pour t'arrêter là un instant, j'ai vu maintenant que la cause de mort dans les populations de 25 à 55 ans, au Canada, au Portugal, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, la cause de mort la plus fréquente, c'est... La mort. Non, c'est
unknown causes. Oui, c'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, donc la première cause de mort, c'est la mort, quand même. C'est la mort. Mais il y a au Canada, il y a 5 ans, il y avait 500 types qui mouraient par an. Enfin, on ne comprenait pas pourquoi, quand ils avaient entre 25 et 55 ans. Maintenant, on est à 5000. Donc, tout le monde se dit, c'est curieux qu'il y ait eu une hausse partout de la cause de mort inexpliquée dans la catégorie des gens qui ne meurent pas. Tu vois, de 25 à 55 ans, sauf accident de voiture ou cancer, tu meurs pas. Quoi. Il y a très peu de cancer très agressif. Très agressif. Donc on est passé donc, dans d'une société. Ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, beaucoup de gens ont dit, les hommes politiques, etc., écoutez, tout ça c'est très compliqué. Oui. La science c'est très compliqué. La médecine, c'est très compliqué. L'économie, c'est très compliqué. Surtout, ne vous en occupez pas. Surtout, ne vous en occupez pas. Donc, on met des gars qui ont fait normal sup et qui ne savent pas ce qu'il y a comme mettre dans un hectare. On met des gars tout en haut comme ça qui disent ceux-là, voilà, ils sont très intelligents, ils ont fait les meilleures études. Et puis vous prenez, vous allez fumer du shit et puis vous allez. Et on vous donne un abonnement Netflix. Et puis voilà, ça paraît très bien. Et donc, il y a eu une volonté, c'est ce que dit également le gars qui a fait le bouquin. La fabrique des crétins la fabrique de crétins, là. C'est un nom en I. Oui, c'est un nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Il était professeur à Marseille. Oui. Il écrit dans Causeur aussi. Et bien, ce gars-là, il dit, dans la fin des années 90 et dans les années 2000, il y a eu une volonté européenne de faire une éducation pour faire 15 à 20% de type extrêmement brillant, et le reste de crétins qu'on maintenait en classe, dans l'espoir jusqu'ils arrivent à 18 ans, puis ensuite ils viendront garçon de café. Mais ils citent les textes, etc. Donc il y a eu une volonté technocratique de s'auto-sélectionner, de faire une classe dirigeante. C'est comme dans le meilleur des mondes, tu sais, tu as les gars qui vivent au-dessus, puis les gars qui vivent dans les mines en dessous, là, qui sont... Et donc il y a eu une volonté de faire ça, et c'est ça qui est en train d'éclater. J'ai écouté encore Attali. Sauf que je ne crois pas qu'on soit à 15-20%. Je pense qu'on est à 2% de la population, 2-3% dans une population française, qui a, pour eux, dans leur idée d'être top management, et le reste, c'est du middle management. Mais le middle management, on n'en a plus tellement besoin. Enfin, je ne sais pas exactement quelles sont les proportions, mais je sais que, par exemple, que la quasi-totalité des promotions de l'ENA, de Sciences Po, Normal Sup, HEC ou Polytechnique, il vient de 40 jardins d'un enfant à Paris. Donc il y a 40 jardins d'enfants à Paris, et donc c'est une espèce de entre-soi. Autrefois, il y avait un gars comme Jaurès qui avait fait la Normal Sup et qui présentait sa thèse en latin. Tu vois, donc il y avait des gars qui Camus avec son instituteur. Camus avec son instituteur, ils arrivaient de nulle part. Enfin, je veux dire, c'était... Tandis qu'aujourd'hui, on a décidé que le rôle de l'enseignement, c'était pas de trouver en quelque sorte les diamants bruts que le professeur pouvait aider à sortir, c'est de maintenir tous les petits chéris des gens à Paris bien entre eux, de façon à ce qu'ils souffrent d'aucune concurrence. Donc tu remarqueras que toute cette espèce d'élite, elle a une caractéristique, elle déteste la concurrence. Dès que tu parles de concurrence, ils deviennent comme des fous, parce qu'ils pratiquent le capitalisme de connivence, l'éducation de connivence. Donc tu vois ça tout le temps. Ils se font, c'est devenu une espèce de noblesse, où pour être dans l'armée, il faut avoir 16 quartiers. Tu sais, c'était comme 16 quartiers de noblesse, sinon tu n'avais pas le droit d'être dans l'armée. Aujourd'hui, si tu vas te présenter, je sais pas, à l'arrivée à l'ENA ou je sais pas quoi, avec un accent gascon, tu m'en diras des nouvelles, quoi. C'est pas... Donc, il y a eu une prise de pouvoir de ce que j'appelle, tu sais ce que Sowell appelle les anointed, les oins du Seigneur. Les oins du Seigneur. Les oins du Seigneur qui gouvernent à leur profit depuis 20 ans. Et ce qui est en train de se passer, c'est... Il y a une pression énorme dans la passe du reste du monde en disant « Vous êtes les rois du Seigneur de rien du tout. On va plus Pendant longtemps, ils ont suivi, on était les chefs, ils nous suivaient. Mais maintenant, les Russes, les Chinois, les Indiens, ils disent « Écoutez, si ça ne vous fait rien, on va s'occuper de nos affaires et on ne va surtout pas croire à votre histoire de gouvernement mondial. » Donc il y a une vraie révolte des peuples contre cette classe. Mais en définitive, ce que tu décris, c'est le dessin qu'on a tous en tête du tiers-État portant la bourgeoisie et l'aristocratie sur le dos. Voilà. L'aristocratie, elle est remontée sur notre dos, quoi. Et si j'ose dire, la caricature, c'est les journalistes. Oui.
C'est les journalistes, c'est les gens qui ont le devoir de parole. Donc d'un côté, tu as les journalistes... Enfin, le devoir, la possibilité de parole. Parce qu'encore une fois, il y a deux sortes de ils parlent sans arrêt, journalistes. mais ils disent que des âneries. Ils disent que des âneries ou des fadaises, des choses complètement neutres. Comme le curé à la messe, quand il faisait son prêche autrefois, ça n'avait aucun intérêt. Maintenant, pour faire ça, on a... Mais aujourd'hui, tu écoutes des gars comme... S'ils sortent de chez Lustiger. Oui, c'est ça. Tu écoutes des gars comme Apathy, tu as l'impression d'être curé à la messe il y a 50 ans, quoi. C'est à peu près du même niveau. Donc tu te retrouves avec une espèce de caricature, une classe dirigeante méchante, dangereuse. Méchante et d'autant plus méchante qu'elle est médiocre. Qu'elle est médiocre, et parce qu'elle sait très bien qu'elle extrêmement cynique. Et qui ne supporte pas la moindre idée de concurrence. Et puis en bas, tu as les gens qui sont là et qui se dépatouillent. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les autres pays, où on a essayé de coller cette classe au pouvoir, elle a sauté, et tu te retrouves partout avec des gens qui viennent d'en bas au pouvoir, au Brésil, en Inde, en Chine, quelque part. Et donc tu as une vraie bagarre, et c'est pas du tout une bagarre de la démocratie, nous, contre l'autocratie, eux. C'est une bagarre de gens qui s'intéressent à leur pays contre des gens qui ne s'y intéressent pas. C'est une bagarre très profonde philosophiquement. C'est un petit peu ce qui s'est passé il y a très très longtemps, au début de la chrétienté, au début chez nous en Europe. Il y avait le Saint-Empire romain germanique, et puis il y avait l'Église catholique, et puis il y avait le Royaume de France. Et il y avait une bagarre sans arrêt entre les pouvoirs moraux, l'Église, et le pouvoir de fait, l'État français ou l'État allemand, ou l'État anglais. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une espèce d'église morale qui a pris le pouvoir et qui est en train de se battre avec férocité contre les peuples en dessous, pour imposer sa volonté. Et je crois que c'est ça. Et donc, je ne sais pas du tout comment les peuples vont se révolter. Les peuples risquent d'autant plus de se révolter que les conditions physiques de vie vont être intenables. C'est-à-dire que si on se retrouve avec des coupures d'électricité, d'énergie, le fuel, ce que tu veux, cet hiver, et que l'inflation est à 2 chiffres, parce qu'ils l'ont manipulé jusqu'à présent, mais en réalité, quand tu calcules le panier de la ménagère, ça a été fait cette semaine, je crois que c'est l'association Consommateurs que choisir, on est à plus de 12%, 18% sur certains produits alimentaires, donc ça se voit déjà dans nos achats. Et encore une fois, on n'a pas commencé véritablement à écluser le potentiel énergétique ça veut dire qu'on a un vrai problème. Les gens vont plus pouvoir bouffer du 10 du mois. Mais ça va être affreux. Et alors, je voudrais dire quelque chose ici qui me semble essentiel. C'est les gens cette classe au sommet, elle nous gouverne en fonction de ce qu'elle appelle ses modèles. Ils ont des modèles. Donc, ils ont des modèles pour le climat, qui ne marchent pas. Bon, enfin, ça, c'est pas grave, ils ont des modèles. Et ils prennent ces modèles pour le climat qui ne marchent pas. J'ai bâti des modèles toute ma vie, donc je sais très bien que si ça marchait, je serais beaucoup plus riche que je le suis. Mais, donc, ils prennent ces modèles de climat et ils les appliquent, ils mettent ça dans des modèles de l'économie. Or, ça n'a rien à voir. D'abord, en plus, c'est vachement difficile. Donc, tu multiplies les possibilités d'erreur. Tu vois ce que je veux dire, une fois que tu as ces modèles de l'économie, ils arrivent à voilà. Mais une fois que tu arrives à ces modèles de l'économie, tu arrives à la conclusion que, compte tenu de ce qu'ils ont mis dedans, on va vers une crise très grave de pénurie. Vous savez, c'est ce qu'a dit notre brillant président, la fin de l'abondance. Bon. Et donc, la seule façon de s'en sortir, c'est de réduire la croissance maintenant massivement, pour sauver, je ne sais pas, 500 millions de gens dans 30 ans, tu vois. Mais si tu fais ça, une baisse de la croissance comme ça touche les plus petits, le plus fort. Donc tu vas tuer en Afrique, en Inde, partout, tu vas tuer 100 millions de personnes l'année prochaine pour soi-disant sauver 500 millions dans 30 ans. Mais si ça ne te fait rien, moi je suis pour les 100 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas du tout envie de crever. Les 500 millions de personnes, je ne sais pas du tout s'ils seront là, et puis en plus leur modèle, je n'y crois pas une seconde. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'ils prennent des espèces de trucs moraux pour dire, moi je vais sauver la planète dans 50 ans, mais ce qu'ils ne disent jamais, c'est que ça implique qu'il va y avoir 100 millions de gars qui vont mourir en Afrique. Au Pakistan. Et donc je trouve cette espèce, je trouve ce truc, mais de qui se moquent-ils? Et ils prétendent que ces espèces de modèles, c'est la vérité. Alors, premièrement, ils prétendent faire le bien dans 50 ans pour sauver des populations, ce qui n'est pas prouvé, il n'y a pas de lien logique. Le deuxième, c'est qu'ils prétendent avoir une connaissance en économie qu'ils n'ont pas. Et de la même façon, et moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout, ils sont capables en même temps de te dire...
d'un côté, le ruissellement fonctionne. Donc, si on injecte de l'économie, Oui, de l'argent dans l'économie, rien du tout. Et parallèlement, ils peuvent te dire l'année d'après, on va réduire la croissance, mais ça n'aura pas de lien, attention, sur l'économie, vous continuerez à vivre tout aussi bien. Mais comment tu veux réduire de fait? Tu peux pas. C'est-à-dire que là, ils sont en train de dire, par exemple, j'ai vu un gars de Super U qui disait, nous, les Super U, on va fermer plus tôt, on va fermer à 18h. Alors déjà, c'est idiot pour leur marche parce que la personne qui travaille va souvent sortir quand tu es jeune actif. Tu sors vers 18h, tu vas choper un sachet de salade, tu vas choper la boîte de sauce tomate qui te manque, du râpé, un truc. Bon, donc souvent, entre 18 et 19h, c'est potentiellement là où tu as du jeune actif qui fait son panier. Bon, parce qu'il ne l'a pas fait le week-end. Il sortait. Et pour dire, comme ça, on n'a pas de facture d'électricité. Mais ce faisant, c'est la caissière qui, elle, était embauchée pour 1 heure, ou les jeunes étudiants, et ainsi de suite. Donc tu décrois le chiffre de ton économie. C'est le petit qui va ramasser plein la gueule. C'est ce que j'ai dit, quand, dans toute période d'inflation, les 3 choses qui montent le plus, c'est les loyers, la bouffe et l'énergie. C'est toujours ça qui monte le plus. Et c'est 100% du budget des gens les plus pauvres. Et donc, c'est eux qui vont souffrir le plus. Donc, ce que font ces gens-là, c'est qu'ils disent, pour sauver soi-disant des gens riches dans 50 ans, vous, pauvres, je vais vous faire crever aujourd'hui. Alors, je comprends qu'ils se révoltent. Il y a une autre statistique qui est intéressante, c'est la natalité à terme. Oui, bon, la population mondiale va baisser de moitié d'ici l'an 2100. Voilà. Donc, on va se retrouver avec 5 milliards d'habitants à tout casser. C'est-à-dire par moitié. Par moitié. Donc, les gens qui nous disent... On est trop sur la planète, l'analyse malthusienne, de dire... Cette classe est profondément malthusienne. Profondément malthusienne et dans une idée de décroissance. Moi, j'ai aucun problème avec la décroissance. Qu'ils y aillent, ils ont qu'à commencer. Ils se font un village dans le Larzac, ils ont essayé dans les années 70, ils sont tous revenus la queue entre les jambes, tous les Michel Delpech, que j'adore au demeurant, mais c'était pas la question. C'est-à-dire tous ceux qui sont partis avec des gilets en mouton retournés dans le Larzac, ils sont vite revenus. Ça les a quand même amusés 2 minutes. Ceux qui sont... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gars qui sont au sommet, qui vivent dans les airs nationaux, te disent d'aller dans le Larzac et d'arrêter de te chauffer. Mais eux, ils continueront à prendre l'avion, eux, ils continueront à se chauffer. Donc, c'est vraiment faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Donc, c'est une classe que j'en suis arrivé à mépriser de façon... inimaginable. C'est vraiment la bourgeoisie stupide. Ils n'ont aucune noblesse. Ils n'ont aucune noblesse, ils ne montrent pas l'exemple, parce qu'encore une fois, tu vois, dans tous les ministères, ils ont fait la chasse quand même. Ils ont envoyé des pauvres policiers aller faire la chasse aux commerçants qui, soi-disant, laissaient les portes de boutiques ouvertes avec leur clim. Mais comment tu fais pour mettre la sortie de clim? Bon, bref. Et pendant ce temps-là, tu vois, dans les ministères, il y a des énormes blocs de climatisation. Donc, s'ils veulent vraiment donner l'exemple, qu'ils commencent par là. À mon avis, la première des choses qu'on devrait faire, ce serait supprimer le chauffage dans toutes les administrations. Et la clim. Comme ça, d'abord, ils travailleraient moins, ça serait mieux pour tout le monde. Voilà. C'est ce que disait la blague qu'avait fait Milton Friedman, que j'ai raconté 10 fois. Il m'avait dit quelle est l'invention la plus affreuse qui ait jamais été faite dans l'histoire de l'humanité. Je me suis dit, ça y est, c'est une blague. Et je lui ai dit, je sais pas. Il m'a dit, mais c'est pas difficile, c'est l'air conditionné. Alors je lui ai dit, pourquoi l'air conditionné? Parce que il me dit, mais c'est pas difficile. Avant l'air conditionné, les politiciens restaient 3 mois à Washington. Maintenant, il reste 12 mois. Il faut dire que Washington, l'été, j'y étais, il fait chaud. Hein. C'est dur, hein. C'est pour ça que... Donc, moi, à mon avis, la première mesure d'économie qu'il faudrait faire, c'est on supprime le chauffage et la climatisation dans toutes les administrations pour qu'ils y mettent des pullovers. Très bien. Oui, ça serait parfait. Ça ferait des économies. Et puis on fout bien la paix à la population qui bosse. Alors, je voudrais faire une petite ouverture sur l'économie US. Qui est en récession. Enfin, pas vraiment. Il y a des signes de ralentissement, des signes, il se passe mais c'est une économie qui a plus de vrai prix non plus. Alors parce que cette semaine, on a vu que la bourse s'envolait. Et puis elle s'est pété la gueule hier. Elle s'est pété la gueule. Et à côté de ça, les profits des entreprises, eux, chutent de façon assez dramatique. Alors ça dépend la rentabilité. de la rentabilité. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué que ça. Les profits, de façon globale, ont monté, mais si tu regardes qu'est-ce qui a monté dans les profits, il n'y a que les profits des valeurs pétrolières. Tous les autres sont pétés à la gueule. Donc, mais globalement, les profits sont en hausse. Donc les États-Unis, c'est un drôle de truc, mais là aussi... On va voir ce qui va se passer au moment des élections qui auront lieu donc le 4 novembre, le midterm, le 4 novembre, parce que essayons de réfléchir une seconde. Cette classe mondiale, le sommet de cette classe mondiale que je viens de décrire, c'est quand même aux États-Unis. Hein,
Et cette classe mondiale a une façon de considérer les autres qui est très curieuse, c'est-à-dire que c'est pas dans une bonne démocratie. Le DAF est là. Hein. Le DAF est là, il n'est pas d'accord d'ailleurs. Dans une bonne démocratie, ce qui se passe, c'est que tu acceptes que l'autre gagne aux élections. Mm-hmm. L'acceptation de la défaite, c'est la base de la démocratie. Mais aux États-Unis, cette classe qui est depuis les Clinton, etc., elle n'accepte pas la défaite. C'est-à-dire qu'on l'a très bien vu pendant la période de Trump. Il a eu, je crois qu'il a eu 85 procès aux fesses. Mm. L'histoire qu'il a été les 2 premières années où on l'a martyrisé avec cette histoire de connivence avec la Russie, c'était que du pipeau. Donc, ils ont capturé, cette classe a capturé le ministère de la Justice aux États-Unis, qu'ils utilisent pour foutre en l'air leurs opposants. Donc, cette classe est une vraie classe tyrannique. C'est-à-dire que, comme ils disent, si vous ne pensez pas comme moi, c'est que vous êtes une ordure, vous êtes un hitlérien, et en tant qu'hitlérien, puisque vous êtes un hitlérien, j'ai le droit de vous empêcher d'arriver au pouvoir par tous les moyens. C'est exactement ce que font des petits médias précieux, comme Quotidien de Yann Barthès ou des choses comme ça, ou ce qu'ils font aussi Paul Laroutourou, des gens comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment, ils se sentent, c'est des injustes. À partir du moment non, mais ils savent pas que le mal passe en eux. Ils pensent que le mal est chez l'autre en face. Voilà. Et ce sont forcément des racistes. Et au nom de ça, ils ont le droit à la taquia, ils ont le droit de torturer la vérité et de la faire rentrer. Ils empêchent l'autre de parler. Aussi. Ils le tuent. Et ils mettent des mots dans sa bouche pour servir leur cause. Leur et donc c'est un vrai débat qu'on a eu plusieurs fois ici, c'est que je me retrouve dans un monde où, quelque part... Il n'y a plus d'échange d'idées. L'autre refuse l'échange d'idées, c'est-à-dire... Si toutefois il en a. Parce que ce que disait Jean-Paul II, c'est que la démocratie, c'est l'acceptation de la défaite lors des élections. Et bien maintenant, il y a toute une série de gens qui... Et la gauche en France n'accepte pas la défaite. Tu le vois avec M. Mélenchon, tu le vois tout le... Donc, accepter la défaite, c'est être un bon sportif. Oui, bien sûr. C'est serrer la main à la fin du match en disant « Bon, bah voilà, j'ai donné mon meilleur, ça n'a pas suffi, bah bravo à toi. » Et puis je te revois la semaine prochaine. Et puis voilà, puis la prochaine fois, je vais m'entraîner, et puis je t'en mettrai une, parce que j'aurais fait une bonne sieste. Donc il y a une espèce de mépris de gens qui ne pensent pas comme eux. Et je le vois très bien aux États-Unis en ce moment, par exemple, l'histoire qu'une femme, c'est quelqu'un qui décide qu'elle est une femme. Alors je regarde ça avec stupéfaction, et puis je dis aux gens « Mais moi, je veux bien que ce... D'abord... Expliquez-moi, qu'est-ce qu'une femme ? Toi, tu as une femme. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Moi, honnêtement, j'ai une approche biologique. C'est les chromosomes. Donc, tu as un chromosome, X ou XY, et suivant ça, tu es un homme ou une femme. Le reste, l'acceptation, pour moi, c'est la société. C'est-à-dire, biologiquement, tu es un homme ou une femme, ça, c'est tes chromosomes. Et ensuite, pour moi, la société va te traiter d'une façon ou d'une autre. Mais la limite de ça, c'est que tu ne peux pas demander à une personne de te considérer autrement que sa propre réalité. Moi, on m'oppose quelqu'un. Je vois soit un homme, soit une femme, la façon dont il est devant moi. Et si je vois un homme, que elle se voit en tant que femme, contraint ma réalité si moi je vois un homme. Pourquoi je devrais dire autre chose que ce que ma vision voit ? Et encore, ce que ça c'est très bien parce que c'est du point de vue biologique, mais si tu étais dans une équipe de natation aux États-Unis et que d'un seul coup tu vois arriver des poilus et qui te fait une raclée parce que t'es une femme... Non, alors ça, là, on est dans une forme, simplement, là, on est dans quelque chose qui effectivement, les hommes et les femmes n'ayant pas la même possibilité... On ne peut pas les mettre en concurrence l'un avec l'autre. Musculaire. Mais là, je reviens à mon point de départ, chromosome XX ou chromosome XY. On n'a pas la même répartition. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, quand je parle à des gens, ils exigent que j'accepte le fait que quelqu'un qui décrète qu'elle est une femme est une femme. Mais alors, je dis, s'il décrète... Moi, si je vois une femme, je veux bien dire elle. Mais la plupart du temps, on me dit, voilà, tu dois dire elle. Je dis, oui, mais moi, je vois un lui. Oui. Et pourquoi sa volonté serait supérieure à la mienne ? Et pourquoi sa volonté d'être perçue serait différente de ma volonté de perception ? Personne ne peut te forcer à dire ce que tu veux pas. Donc, je veux dire par là, c'est qu'il y a derrière tout ce mouvement... Je veux bien pas lui faire de peine, mais il y a un moment où ma réalité est aussi... De toute façon, quand tu discutes avec les gens, tu leur fais de la peine. Hein. Donc, il me semble, moi, qu'on est dans une période curieuse. Après, je veux bien qu'on change ses papiers d'identité. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça pour être en accord avec elle-même. Mais bon, c'est la limite de ma perception. Mais il y a quand même aujourd'hui un désir, un refus d'accepter les idées de l'autre qui est, pour moi, très surprenant. Parce que dans le fond, c'était la base de notre civilisation. C'était
La discussion socratique, c'est ce qu'on essaye de faire ici. C'est-à-dire on n'est pas d'accord sur tout, mais de temps en temps, on discute pour voir un peu, pour essayer de se rapprocher de la vérité. Donc vraiment, j'ai un gros problème parce que on est de moins en moins défini par ce qu'on dit et par ce qu'on fait, mais de plus en plus par le groupe auquel on dit qu'on appartient. Et moi, je refuse de penser que je suis déterminé par le fait que je suis un homme blanc de 78 balais ou 80. Et que voilà, je ne suis pas déterminé, je suis déterminé parce que j'ai fait, parce que je pense, parce que je dis. Mais... Et à tout moment, attention, tu peux changer d'avis. Je peux changer d'avis. À tout moment. À tout moment, je peux changer d'avis, et surtout dans les marchés financiers, de temps en temps, il vaut mieux changer d'avis vite fait. Donc, je veux dire qu'on traverse, l'Europe, les États-Unis traversent une période de grave maladie mentale. Mm-hmm. Et une partie importante des élites traverse une période... Et ils s'appuient sur du malthusianisme, sur la peur, on va tous mourir de faim, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et c'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Donc je crois. Et alors, c'est important de revenir sur ça, sur cette notion de peur, c'est que très souvent, ces mêmes milieux, comme, encore une fois, les gens ont été formés par 20 ans de Sandrine Rousseau en économie, s'imaginent que la répartition de la richesse serait un gâteau fixe. Alors, on essaie de l'expliquer tout le temps, mais on va le redire, c'est qu'il y a une telle chose que la croissance. Ou la décroissance. Ou la décroissance dans laquelle on va rentrer. Mais il est certain qu'aujourd'hui, par exemple, un ouvrier va mettre 0,40 minutes, 40 secondes pour gagner son pain quotidien, là où il y a un siècle et demi, il lui fallait 8 heures pour gagner sa ration de pain qui était de 2,5 kg par jour. Aujourd'hui, 2,5 kg, on le fait probablement, le prix du pain en 10 minutes, voilà. Et ça a été dû à la croissance, à la performance de l'outillage et au fait que nos sociétés ont évolué. Dire que quelque part, si aujourd'hui vous n'avez pas, c'est parce que Pierre, Paul et Jacques vous auront piqué ou auront eu des sociétés qui ont cru, c'est faux. Ça ne fonctionne pas ainsi. Ce que vous avez, ou vous n'avez pas aujourd'hui, n'est pas dû à autrui. Ce sont des choses complètement différentes. C'est dû effectivement à une économie globale, mais ça n'est pas parce que ce que vous n'avez pas, ce n'est pas autrui qui vous l'a volé. Ça ne fonctionne pas ainsi. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, mais encore une fois, quand on réfléchit à ces choses-là, moi j'ai été dans les affaires toute ma vie, et dans une société où j'étais avant, il y avait les associés, et puis on payait tout, etc. Puis à la fin de l'année, il restait quelque chose à se partager. Pour les primes. Les primes, des bonus, etc. Bref. Donc on faisait ça. Alors, et puis si on voulait lancer une nouvelle activité, c'était souvent le cas pour moi, je disais, on va faire ça, et voilà comment on va répartir l'argent qu'on va gagner dans le futur. Alors là, jamais une discussion. Mais si je disais, dites les gars, on va prendre l'argent qu'on a gagné aujourd'hui, et on va le mettre dans ce truc-là dans le futur, tout le monde gueulait comme des putois. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de décroître. C'est assez facile de croître, parce que dans le fond, on peut t'en donner un peu plus à celui-là qui a été très méritant, un peu moins à celui-là, mais dans le fond, tout le monde a un peu plus. Mais une période de décroissance, c'est un truc qui se termine par des grandes parties de gifles. Hein. Oui, mais alors justement, c'est là où il faut... Il nous amène dans une période de décroissance, volontairement. Et c'est ce qui s'est passé, pardon pour les biais de Point Godwin, mais quand même, parce que c'est une référence à l'histoire que tout le monde connaît, la période de décroissance en Allemagne, qui était due aussi au traité de Versailles, au fait qu'on l'a quand même martyrisé peut-être plus que de raison, ce qu'on aurait dû dans l'Allemagne d'après-guerre, plus l'aspect inflationniste de l'étalon or de l'époque. Enfin, il y a mille et une raisons, mais toujours est-il que de cette décroissance est né Hitler, et ça peut amener au pouvoir assez rapidement des choses complètement folles. C'est-à-dire que les gens... dont il faut un petit peu se garder. C'est-à-dire qu'il y a dans l'économie quelque chose que les économistes appellent l'effet de cliquet. C'est-à-dire que vous êtes à 100 de revenus, vous passez à 102, tout va bien, à 104, tout va bien, mais vous ne pouvez pas repasser à 103 ou à 101, parce que les gens n'acceptent pas d'avoir une baisse de leur niveau de vie. Ils acceptent de ne pas monter, mais les ramener en arrière, c'est un effet de cliquet, comme un truc, comme une roue dentée qui ne peut pas retourner en arrière. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe depuis le passage à l'euro. Exactement. Parce que, encore une fois... Mais ça s'est fait par l'intermédiaire d'une inflation cachée, etc. Mais
Mais en même temps, tu avais les gilets jaunes dans la rue, quoi. Oui, mais on voit bien aujourd'hui, et c'est quelque chose dont tu avais parlé avec Anis Ladjev, dont je vous enjoins d'aller voir la vidéo si toutefois vous ne l'avez déjà fait, c'est qu'un ménage, il y a 20 ans, pouvait, sur 15 ans, acheter un appartement à Paris. Maintenant, il faut être deux ménages, enfin, il faut être deux salaires, et tu t'endettes pour avoir 60 mètres carrés porte de la Chapelle. Donc, les gens se rendent quand même compte que par rapport à leurs parents, où souvent il n'y avait qu'un revenu disponible et les parents vivaient mieux. Donc, il y a mal d'hommes. Mais il y a eu une baisse masquée du niveau de vie qui... Moi, je pense que le plus haut du niveau de vie en France a dû être atteint pendant la présidence Pompidou. Allez. C'est le moment où, sans doute, le niveau de vie a été le plus élevé. Puis après, ça commence à se dégrader avec les chocs pétroliers. Mais encore une fois... D'ailleurs, c'est les dernières fois où on a tenu un budget à l'équilibre. À l'équilibre, oui, c'est ça. Depuis, on essaye de masquer ça en dépensant de l'argent qui n'existe pas, mais ça ne marche pas. Donc, pour en revenir à ce qu'il faut dire aux gens aujourd'hui, c'est que, d'abord, c'est une période d'incertitude comme j'en ai jamais connu dans ma carrière. C'est-à-dire, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est quand même un truc un peu surprenant, quoi, parce que mon boulot, c'est d'essayer de comprendre ce qui va se passer. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de scénario qui n'implique pas au milieu une dimension politique énorme d'un changement politique. Dans les structures actuelles de la politique, je ne vois pas comment on s'en sort. Bon. La deuxième chose que j'essaie de dire aux gens, c'est que les gens qui nous gouvernent veulent créer une période de décroissance. Et que le coût de cette période de décroissance est complètement sous-estimé. Ici, on fait des travaux avec Didier qui sont intéressants. On a regardé, la plupart des estimations du gouvernement français, de l'OCDE, etc., sont faites sur le prix de l'énergie. Donc si le prix de l'énergie monte de temps, il va y avoir une récession de 0,5 en France. Allez, tu vois, c'est à peu près comme ça. Mais nous, on a fait des estimations différentes. On dit, bon, il y a le prix de l'énergie qui est une variable, mais il y a la quantité d'énergie. Qu'est-ce qui se passe si on ne réussit pas à avoir la quantité à n'importe quel prix? C'est-à-dire si la quantité d'énergie baisse de 5%. Ça peut. Ça peut, surtout avec ce qui se passe en ce moment, il peut y avoir. Et bien à ce moment-là, une récession invraisemblable en France. Oui, parce que tu as expliqué tout à l'heure que le prix, après, triplait. Triplé, c'est ça. Tout à coup, si tu as un short... Voilà, tu peux pas. Donc, ce qui va se passer, ce qui nous fait très peur, c'est qu'ils ont comme hypothèse que la seule chose qui a de l'influence sur l'économie, c'est le prix de l'énergie. Mais il y a la disponibilité de l'énergie, et si c'est pas disponible, il peut se passer une énorme gamelle sur l'économie française que personne n'aura vu arriver. Et nous, il nous semble que la probabilité est plutôt d'un tiers que de n'importe quoi. Donc, ils ont l'air de dire que c'est à peu près à 3% de probabilité. Nous, c'est plutôt 10 fois plus. Donc, les gens qui nous gouvernent ne sont pas à même de comprendre ce qui va nous arriver. C'est ce que disait Einstein. Il disait... Compter sur ceux qui ont créé un problème pour le résoudre, faut être idiot. Donc, on a exactement ça. Donc, on a de graves problèmes qui arrivent. On a le mauvais personnel politique pour s'en occuper. On a la mauvaise constitution, puisqu'on ne réussit pas à se débarrasser de ce personnel, de cette élite insuffisante. Qui de plus en plus contourne le Parlement. Puisqu'on a vu cette semaine que Macron allait faire un comité énergétique qui n'est ni plus ni moins qu'une façon de décider des prix sans passer devant le Parlement. Passer devant le Parlement, donc on voit ça un peu partout. Donc on voit cette classe qui s'éloigne du peuple pour essayer de gouverner par décret ou avec l'aide des tribunaux européens ou avec l'aide de la Commission, etc. Donc on va dans une grave crise économique et on s'éloigne de plus en plus de la démocratie, ce qui serait la façon logique de résoudre cette crise. Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à savoir comment s'en sortir, parce qu'il y a toute une série d'impossibilités là. Et je dis aux gens, essayez de rebâtir vos réseaux de proximité. C'est ce que je dis souvent. Allez voir votre grand-mère à la campagne. Voyez les paysans, si par hasard ils peuvent vous amener des poires et des tomates. Donc, vraiment, il me semble qu'il est temps de revenir à des trucs tout proches, quoi, parce que je ne sais pas du tout si cette espèce de système extraordinairement compliqué qu'on a bâti, et qui est donc extraordinairement fragile, il y en a des parties entières qui vont s'écrouler, quoi. Voilà, écoutez, je trouve que c'est un très bon mot de la fin pour vraiment insuffler dans cette rentrée un peu toute la... Mais en même temps, reviendra la liberté. Donc c'est ça que j'espère, on sortira de cette espèce d'imbécilité. De médiocrité. Aristocratique de caniveau. C'est effrayant. Donc ce que j'espère, c'est que les Français retrouveront sans honneur la et liberté. sans panache. Oui. Mais moi, qu'on redevienne un peu Cyrano, quoi. Oui. Qu'on cesse d'être des petits bourgeois, monsieur Homais ou madame... Je préfère Cyrano à Homais.
Voilà, écoutez, en tout cas, on vous rappelle à nouveau, ne laissez rien sur vos comptes bancaires, parce que ça peut être chopé assez vite. Donc, si vous voulez vous constituer un petit portefeuille, allez voir l'article que Charles avait commis, je crois, en février-mars dernier, les 10 titres de l'idéal. Voilà, on continue sur ça, avec des petits conseils. Et très vite, je vous soumettrai une possibilité de poser des questions soit sur notre chaîne YouTube, soit sur la page internet, sur Twitter. Voilà, écoutez, merci encore de nous avoir suivis. On espère que vous n'êtes pas trop dévastés dans cette rentrée. On va vous tenir au courant. Il faut, vous savez, le problème, c'est pas les événements. Le problème, c'est l'attente des événements. Ce qui vous tue, c'est... Oui, je suis d'accord. Je connaissais un monsieur qui devait, dans un roman de Dostoïevski, qui devait se battre dans le duel le lendemain matin. Il a eu tellement peur d'être lâche au moment où il se battait. Qu'il a préféré se suicider. Oui, je comprends ça. Tu vois, c'est un peu comme d'attendre le diagnostic d'un médecin. C'est pas tellement la possibilité de toutes les maladies que tu pourrais avoir que de pas savoir ce que tu as. Voilà. Je trouve ça horrible. Là, on sait que ça va péter, mais tu te dis, non, quand ça va péter, vous serez soulagé. Oui. Il vaut mieux, encore une fois, la fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Voilà, exactement. Voilà, vous aurez retrouvé le fameux dicton allemand que Charles aime citer. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Encore une fois, le DAF était là, il vous embrasse aussi. Vous l'avez entendu, il ronflait. Voilà, et à très bientôt. Merci de nous suivre. Beaucoup. Au revoir.